Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le duel. Alors, excusez-moi pour cette coupe de cheveux. Ok, pardon. Les amis, bienvenue sur le duel. Oui, il n'y a pas eu de débrief de l'UFC 326 Jiri Proachar Carlos Hulberg. On va en parler aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine? Pourquoi il n'y a pas eu de débrief le dimanche? Le lundi ou le mardi. En fait, j'étais très malade en début de semaine et j'ai pas trouvé la force. J'essayais, mais j'ai pas trouvé la force de d'être là et de vous parler, de mettre de l'intensité. Donc voilà, c'est pas sorti. Et après, ben voilà, les amis, moi j'ai entraînement, donc j'ai pas eu spécialement le temps. Donc cette semaine, ça a été assez compliqué. On va essayer de revenir et sur des bonnes vidéos. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, les amis, c'est un débrief de la semaine parce qu'il y a énormément de choses à dire. On va revenir donc sur Jiri Proacha contre Carlos Hulberg. Jiri a perdu, ça on le sait. On va un peu débrief tout ça. Il y a eu pas mal de trash talk ensuite, surtout du côté de Carlos Hulberg. On va revenir aussi sur donc Faresiam qui va affronter Tom Nolan alors qu'il est top 15, qu'on lui avait promis un mec classé. Donc voilà, on va reparler de tout ça en second temps. En troisième temps, on va revenir donc sur Mathieu Duclos qui a affronté Bouafia lors de l'Hexagone MMA. Voilà, on va revenir sur la victoire de Mathieu Leto Duclos. Et puis après, voilà, on verra un peu. Il y a International Fat Week qui fait un peu parler d'elle. Est-ce qu'on parlera un peu de Sergan? Bon, on verra en quatrième temps de quoi on parlera. Tout d'abord, les amis, donc le week-end dernier, Jiri Prochar a perdu contre Carlos Silberg. Voilà, donc au premier round, alors qu'il avait explosé complètement le genou de Carlos Silberg, il n'a pas voulu terminer son genou parce qu'il avait de la peine. Alors c'est assez étonnant de l'entendre de la part de Jiri Prochar, mais du coup, Jiri qui se prend un contre et qui perd face à Carlos Silberg, on va un peu. Bon voilà, le fight IQ de Jiri a été très mauvais. Excusez-moi, petite gorgée de plaque. Donc le fight IQ de Jiri a été relativement très mauvais. Il avait tout pour gagner le combat. Carlos Silberg a avoué que son camp allait arrêter le combat à la fin du round, si à la fin du round, tout simplement. Donc Carlos Silberg, donc Jiri était en fait champion s'il passait cette minute. La seule arme en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est que Jiri était meilleur partout sur tous les points par rapport à Hulberg. Hulberg a rien de fou à part en fait ce contre-là. C'est que voilà, c'est un contreur, il compte très bien. Et c'était la seule chose où Jiri Pogačar devait faire attention et il a pas réussi à le faire. Il avait remarqué qu'il avait complètement détruit le genou de Hulberg. Pourquoi il a pas voulu le continuer? Enfin, en fait, il y a rien qui va dans ce Fight IQ. C'est un de mes combattants préférés. Ça me fait chier, en fait, cette défaite. Ça me fait chier. Alors, la sueur a soulevé aussi un bon point. C'est que est-ce que Jiri avait un game plan? C'est probable que non, qu'il n'y avait pas de game plan. Non, en fait, c'est assez désastreux parce que il était meilleur, il gagnait le combat, il allait le gagner, enfin juste il aurait envoyé des chassés à fourbe pour juste terminer le combat comme l'aurait fait John Jones, comme l'aurait fait Connor, comme l'aurait fait n'importe quel mec un peu vicieux comme ça, Khabib l'aurait fait. En fait, même tous les combattants l'auraient fait parce que là c'était tellement flagrant. C'est quand même, tu prends un gros mec qui kiffe la bagarre à la Marlon Vera ou à la Max Holloway, il aurait quand même tous fait. Même Benoît, il aurait fait. Donc vous voyez, donc là c'est ouais, il y a bon le fight IQ de Jerry, est-ce que ouais, c'est très bizarre et ensuite ensuite c'est un KO très sec quoi, sur un seul coup face à un Carlos Hulberg. Alors bon, même s'il a quand même une bonne force dans les mains, Carlos Hulberg c'est pas non plus le mec qui a les frappes les plus électriques de la KT. C'est ça où ben faut être un peu conscient, c'est que bon, est-ce qu'on serait pas donc sur la fin du menton de Jiri Pogačar qui s'approche bientôt des 40 combats en carrière. Et je crois que son prochain combat, en fait, c'est le 40e. Si je... Ouais, c'est ça. Donc, ouais, beaucoup de combats dans une carrière. Bon, énormément de victoires, c'est sûr, mais voilà, quoi. Enfin, c'était assez triste. Voilà, je vais pas plus revenir sur des briefs parce que les autres l'ont fait avant moi, qu'on est une semaine après. Je vais revenir juste sur ce que Carlos Hulberg donc a dit après les combats. Donc déjà, il va être opéré. Donc j'ai vu les rumeurs qui disaient qu'il y aurait une ceinture intérimaire qui allait être mis en jeu. Mais surtout, Carlos Hulberg a dit c'est un imposteur, ce n'est pas un vrai combattant.
C'est complètement faux. C'était de la peur, pas de l'empathie. Je pense que c'est un spotter. Il joue la carte pour le public. Les gens voient ce qu'ils croient. Ce n'est pas un vrai combattant. C'était juste une excuse pour espérer d'obtenir une revanche. Il n'y aura pas de revanche. Ankalev va le détruire. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que lui, il pense que voilà, il avait juste peur de s'approcher, d'envoyer des kicks et que c'est pour ça. Ben justement, en fait, s'il avait peur de ça que je comprends pas, c'est s'il avait peur de toi, Hulberg, il aurait fait exactement ça, envoyer des kicks au lieu que striker et se mettre en position où tu peux le contrer là où tu es le plus fort. Justement, c'est parce qu'il a pas eu peur et qu'il voulait continuer le combat que tu l'as mis KO. Donc bon, je comprends pas trop pourquoi il dit ça. Et ensuite, il dit un truc intéressant, c'est que Ankalev va le détruire. C'est-à-dire que lui, il part du principe qu'il y aura un enclave Jiri, donc ça veut dire qu'il part du principe que ben, il peut pas combattre. Parce que le prochain, c'est enclave. Même si moi, je vous avais expliqué que je trouvais ça logique que ce soit Jiri contre Hulberg, ça veut dire que le prochain, genre, ça serait. Tout le monde sait que c'est Ankalev qui devrait avoir le combat pour la ceinture, mais ça veut dire que lui, il va dire Ankalev va le détruire, donc il part du principe qu'il ne va pas combattre Ankalev, qui va donc attendre. Je pense que là, on va pas le voir avant novembre, hein. Sincèrement. Donc, à moins qu'il y ait une autre ceinture intérimaire, ou que Pereira perde et que Pereira descende, parce que si Pereira perd chez les lourds, il va pas continuer de combattre en lourd. Je pense qu'il va redescendre en dessous. Donc, soit en fait, il y a l'hypothèse de ah, si Pereira perd contre Gann, ben, il descend et là, combat contre la ceinture contre Hulberg. Soit, et ben, en fait, ça serait Hulberg en clé. Mais en fait, à voir combien de temps il va être out Hulberg. Donc, voilà, c'est pas mal de choses comme ça. Je vais aussi revenir, parce que là, en voyant la news, c'est vrai qu'il y a eu ce gros combat entre Josh Kidd et merde, comment il s'appelle? Il avait Curtis Blade, pardon, voilà. Josh Kidd, Curtis Blade, Josh Kidd est monté cinquième de la catégorie chez les poids lourds. Bon, oui, oui, non, mais en vrai, il a le niveau. Top 10. Peut-être actuellement, vu que la KT est un peu morte, peut-être le niveau top 5. Il va affronter Derek Lewis à l'UFC l'UFC Maison Blanche. Voilà, ça s'est rajouté sur la carte. Intéressant. Je pense que là, tu gagnes Curtis Blade de cette manière. Enfin, ouais, le cardio à troisième round. Mais en vrai, à voir ce que ça a donné contre Derek Lewis. Après, comme j'ai dit, on le voit. C'est que c'est un très bon combattant. Mais enfin, tu le mets contre un Aspinal, tu le mets contre un Volkov, un Pavlovich, un Gann, bah, ça passe pas, tu vois. Il y a les poids lourds de, il y a les poids lourds de très bon niveau, où là je mets Volkov, Pavlovich, Waldo Acosta maintenant avec eux. Voilà. Je mets pas Delira et Derek Lewis qui sont en dessous. Donc là, il y a tout la sphère des poids lourds. Juste au-dessus, donc comme je le dis, Waldo Acosta, Pavlovich et Volkov. Et juste au-dessus, Aspinal et Egan. Et Pereira. Mais bon, je vais pas compter Pereira. Pour moi, Joshua Kidd, ben voilà, il a pas le niveau d'un Volkov. Pour moi, en fait, bon, il perd contre Gan Aspinal, ça tout le monde le sait, l'UFC le sait. Mais pour moi, il perd même contre Volkov, il perd même contre Pavlovich, il perd même contre Waldo Acosta. Et puis, ouais, voilà, quoi. Après, à voir. En fait, ça aurait été intéressant de le mettre. Alors, non, parce que là, sportivement, ça aurait pas été logique, mais dans un monde où, je sais pas si Deira a un combat de prévu, mais dans un monde où Ante Deira gagne son combat, et dans un monde où Joshua Kidd contre Derek Lewis gagne son combat, pourquoi pas faire un combat entre les deux? Non, en fait, en le disant, je sais en fait ce que l'UFC va faire, c'est que le gagnant donc de Waldo Acosta Volkov, je crois que c'est ça, ou Waldo Acosta Pavlovich, non, je crois que c'est Volkov. Donc il y aura sans doute le gagnant de Josh Okit, non, le gagnant de Waldo Acosta Volkov qui affrontera le gagnant de Josh Kidd Derek Lewis pour après avoir un combat pour la ceinture. Parce que en fait là ce qui va se passer c'est qu'il y aura un Gan Pereira, le gagnant de Gan Pereira affrontera Spinal. Donc entre-temps, il faudra bien que les gagnants de Waldo Acosta Volkov et les gagnants de Kit Lewis s'affrontent. Voilà. Donc Pavlovich sort un peu sur le cul, mais c'est en train de redynamiser. En fait, c'est bien parce que ça redynamise et ça remet du niveau hein, dans cette catégorie poids lourd. Donc voilà. Donc voilà les amis, la seconde news. Alors on va juste
en parler là rapidement. Delphine Benawashi va donc faire les Dana, non pas les Dana White contre la série, elle va participer à la série The Ultimate Fighter, ultra intéressante. Donc voilà, ça peut être voilà le TUF, ça peut permettre d'accéder à l'UFC, ça peut permettre d'être une énorme star aussi. Manon Fiorot avait fait un TUF, je crois, mais pas, pas aux US, c'était un TUF Amérique du Sud ou Afrique du Sud, je sais plus ce que c'était, mais c'était un délire comme ça. Bref, donc Faraziam va affronter notre ami Tom Noland. On va un peu en parler parce qu'en fait c'est méga triste là ce qu'on entend, c'est que on avait promis à Faraziam. En fait déjà il affronte un mec qui est moins bien classé que les 5 mecs qu'il a gagnés lors de ses 5 dernières victoires. C'est-à-dire enfin, en fait, je comprends même pas le matchmaking qu'il y a parce que, encore, ça aurait été genre une star, un nom, un mec que le grand public connaît. Alors nous, voilà, si vous êtes Six, si vous êtes fan hardcore, donc nous, les fans hardcore, bon, on voit qui c'est. Mais je veux dire, les fans tout court, ils connaissent pas Tom Nolan, tu vois. Et tu donnes ça à un Faraziam, enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a réellement aucun sens. UFC avait dit qu'il donnerait un top 15, il n'y a pas eu de top 15, mais si tu donnes pas un top 15, tu donnes un mec que le public connaît, je sais pas, tu donnes un Duncan, tu donnes un Benson Jones, j'en sais rien, tu vois. Un gars qui, ok, tu vois, le public connaît son blaze, tu vois ce que je veux dire? Joe Alvarez, alors Joe Alvarez, ouais, tu vois. J'aurais eu encore, enfin, ils aiment Joe Alvarez. Bon, Joe Alvarez, c'est monté de KT, mais tu vois, ok, là, bon, ok, d'accord, on comprend, tu vois. Et ça a du sens. Bref. Donc, Ziam qui, encore une fois, je crois, en plus, c'est 6 victoires d'affilée contre des mecs non classés. Là, s'il gagne contre Tom Nolan, ça fera 7 victoires contre des non classés. C'est aucun combattant n'a fait ça. Alors, je peux comprendre qu'il n'est pas bankable, mais je veux dire, il n'est pas aussi chiant comme Mosvar El-Web. Il n'est pas aussi chiant comme Belal Mohamed. Et pourtant, ces mecs-là sont montés dans le top 15 et ont peut-être mis du temps dans le top 15 à avoir des combats pour la ceinture, mais on leur faisait affronter des top 15, quoi. Parisium, on le fait pas affronter les top 15. On le fait affronter des mecs qui ne sont pas classés. Et c'est même pas comme si, oui, alors oui, mais toi tu regardes les classements UFC, mais non, en fait, sur Fight Matrix, il est classé 120 ou un truc comme ça. Mais putain, en fait. Enfin, c'est inadmissible. Le manager de Farisiam, genre, je vais pas écorcher son nom, mais voilà, qui est un très gros manager, très connu, voilà, le manager Habib. Bref, enfin, avec l'influence qu'il a, il aurait très bien pu avoir un top 15 à Faresiam, ou si ce n'était pas un top 15, encore une fois, un nom que le public connaît. Mais là, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ouais, ok, bah c'est bien, Faresiam, il a encore gagné, mais contre un mec non classé. Alors j'ai envie de voir ce que va dire Faresiam, de dire oui, parce qu'avant il disait, oui, bon, je pense que je suis pas encore prêt à prendre un top 15, je sais bien comme ça. Il a raison. Mais enfin, je veux dire, il disait ça il y a 3 combats. Il va pas le faire encore une fois aujourd'hui. Vous voyez les amis? Donc, en plus, je crois que ça lui a fait un PX. Il y a rien, tu vois. Il y a rien pour mettre en valeur ce combat. Il y a que les fans hardcore. Tu vois, tu les vois, les Américains, ils en parlent. Le Fares, ils disent que c'est un super combattant. Mais je veux dire, c'est les Américains qui disent ça, c'est des fans hardcore. Et nous, on voit passer les tweets parce qu'on est français, que ça algorithme. Mais franchement, en fait, c'est marrant parce qu'un mec comme Gomis, alors que j'adore, hein, un de mes combattants français préférés, va affronter Sabatini. Matchmaking logique, voilà. Mais il est sur une carte UFC notée, trop cool. Et mais pourquoi tu mets pas Fares sur une carte notée alors que je sais pas, il y a des trucs je comprends pas. Sincèrement là c'est compliqué. J'aimerais savoir pourquoi en fait ils ont accepté parce qu'ils auraient très bien aussi pu refuser, dire bah non, enfin nous on veut pas regarder derrière ou si on regarde derrière c'est tu te mets pas forcément l'UFC à dos, tu vois, quand tu fais ça. Donc je pense qu'ils ont accepté en fait les premiers combats qu'ils ont à chaque fois. Bon, et en fait ça fait vraiment 3 combats où on se dit ouais bon c'est pas grave, s'il gagne celui-là c'est sûrement il aura un top 15 après. Parce qu'on s'était dit ça après Matt Frévola. Après Matt Frévola, déjà attendez, faut que je revienne sur la topologie pour voir les dates et tout. Mais Matt Frévola c'était lui à cette France. Excusez-moi les amis, hop, faut juste que j'aille voir sur sa topologie. J'ai extrêmement mal au dos, hein. Donc
Donc voilà. Donc quand il rejoint l'UFC, il avait perdu à l'époque contre Don Mag. Bon voilà, à décision, il avait pris 2 victoires. Il avait perdu contre Terence McGuinness. Ok, c'est vrai, une belle soumission dans les premiers rounds. C'est ouf. Là, c'est ouf, les amis, ce que je vais vous raconter. Il gagne contre Michael Fidlat. Il gagne contre Jaibert. Jaibert qui a un nom, connu un peu des fans, tout de même. Non connu des fans, et surtout que je suis en train de péter un plomb là sur ce que je vais vous dire, je crois, les amis. Ilia Topuria, Kel Nelson. Ok. Donc, il affronte en fait un mec contre Gilbert, qu'on connaissait parce qu'il avait eu un combat contre Ludovic Klein, contre Ilia Topuria, donc il était quand même un peu connu du grand public. Il gagne. Très bien. Il prend Claudio Puelles. Ok. Super. Là, on se dit 3 victoires d'affilée. Trop cool. Bon, il est pas ultra bankable, mais c'est bien. Et là, le combat contre Matt Frevola. On se dit, waouh, trop cool. Ok, Matt Frevola. S'il gagne contre Matt Frevola, il aura le droit à un top 15 après, c'est sûr. C'est sûr. Il gagne de ouf bien. Grosse perf contre Matt Frevola. Il met un putain de KO. Là, on se dit, ok, il aura le droit à un top 15. Mike Davis tombe. Et en plus, à l'époque, il regardait derrière parce que Mike Davis était aussi. Bon, on se dit, ah putain, ça fait chier. Ça faisait 4 victoires d'affilée. Merde alors qu'il a 4 victoires d'affilée, mais 6 à l'UFC à ce moment-là. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Ok, Mike Davis, c'est reste un nom quand même. Puis c'est un mec qui est sur une bonne série de victoires. Là, c'est sûr, s'il gagne Mike Davis, ben, il aura le droit à un top 15, quoi, c'est sûr. Il gagne Mike Davis. L'UFC le book contre Fernandez. Grâce à Dieu, non, grâce à Dieu, le combat ne se fait pas. Donc il affronte Nazim Sadikov. Là, on se dit, putain, ça fait chier, quoi. Encore, ça fait 3 combats où il mérite d'avoir un classé. Enfin, c'est chiant, quoi. Oh, il peut affronter un top 15. Il gagne contre Nazim Sadikov avec un beau petit KO au deuxième round contre un mec qui était un non prospect. Là, on se dit, mais putain, mais c'est sûr que ça y est, quoi. Il aura le droit à un mec classé. En plus, Sadikov, il était top 20 Fight Matrix. Ça va être de la folie. Là, c'est sûr. Il rentre dans le top 15 UFC en plus. Il est le 15e au classement UFC. On se dit, putain, c'est énorme. Et là, Tom Nolan. Alors, c'est pas Tom Nolan le bourbier, c'est Farazzian comme il aime le rappeler. Mais bon, c'est pas non plus comme s'ils envoyaient n'importe qui, quoi. Tom Nolan, il est sur il est sur 4 victoires d'affilée. Voilà. Une seule défaite en carrière. Contre Nicolas Motta, bon. Alex Reyes, ouais, c'est bien. Ouais, Charlie Campbell, bon. C'est dingue, hein. Les amis, je vous jure que c'est ultra énervant. C'est ultra énervant. Donc, ouais, voilà. C'est pour ça, ouais. En fait, il se fait encore niquer. Et là, ce que j'ai peur, c'est que même s'il gagne, est-ce que l'UFC n'ira pas dire, ouais, mais c'est que Tom Nolan? Non, en vrai, en fait, à chaque fois, tu te dis, non, à chaque fois, tu te dis, non, mais en vrai, là, s'il gagne, ça y est, c'est top 15. Il a le droit à un top 15. Mais là, bon, normalement, quand même, s'il gagne, il sera top 15. Allez, s'il gagne donc le combat avec une perf, peut-être qu'il va monter genre 14, 13. Ouais, peut-être 14, tu vois. Peut-être pas 13, tu vois, parce qu'il est pas classé, mais il va peut-être monter, parce qu'entre-temps, il y en a qui vont perdre et tout. Mais bon, ouais, vas-y, là, quand même. Quand même, là, j'espère qu'au bout d'un moment, les amis, quoi. J'espère qu'au bout d'un moment, les amis, quoi. Bref. Voilà, c'était un peu ce que je voulais revenir sur Faresiam. Donc, à voir, au moins, c'est cool d'avoir toujours des annonces de combat des Français. À voir aussi ce qu'ils vont proposer bientôt à Manon Fiorot. J'ai vu les rumeurs sur Twitter, des rumeurs américaines qui disaient que donc Manon Fiorot aura sans doute un combat contre Grasso. Donc voilà, là aussi, on sait que c'est une demi-finale. Bon, pourquoi pas avoir Gomis qui revient, Gann qui revient forcément face à notre ami Gann, PRA, pardon. Et donc on aurait normalement donc il y a BSD qui devrait revenir. Il y a des rumeurs à International Fight Week contre donc Paddy Pimblett
forcément, donc contre Paddy Pimblett. Maintenant, et ben voilà, les amis, à voir aussi avec Connor, comment il va revenir et tout le bordel. Bref. Voilà, Morgan Charrière aussi, Morgan Charrière qui devrait revenir probablement bientôt. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner pour nos Français. Bref, ce que je voulais vous parler maintenant, on va revenir un peu plus sur du MMA français et voilà, sur le sol français, je veux dire, étant donné qu'on a eu un Mathieu Leto Duclos qui a affronté Ilia Bouafia. Les deux ont une carrière assez similaire, étant donné que les deux ont fait des Dana White Contender Series, mais n'ont pas été pris après leur Dana White Contender Series. Alors, ce qui est de Mathieu Duclos, ben, il n'avait pas été pris parce qu'il avait perdu contre Turlio à l'époque. Et ce qui est de Boafia, il n'avait pas été pris parce que il s'était fait insulter par Dana White, qui lui avait dit qu'il était en mode un combattant très chiant. Bref, donc, un combat très attendu. Il y avait eu une bonne promo dessus. L'Hexagone qui avait pas mal marché, voilà, qui avait fait en sorte que qu'on entende parler de ce combat, bref. Et donc, voilà, main event. Ça commence bien. Bon, voilà, ça n'a pas duré longtemps. Je crois que ça a duré 1 minute 30, 2 minutes. Le début du round, Boafia démarre bien. Ça démarre pas spécialement fort, mais ça démarre fort. En fait, ça démarre bien. Pardon, oula, je suis en train de mélanger les mots. Bref. Et donc, Boafia envoie un high kick, se blesse et se fait marteler au sol violemment et détruire par Mathieu Leto Duclos qui prend une très belle victoire méritée. Et bon, voilà. Deux choses à dire. Je vais revenir sur deux choses par rapport à Boafia. La première, c'est que je pense qu'on l'a un peu trop surcoté et qu'on avait eu déjà les prémices lors de son Dana White Contender Series. Bon, voilà, il avait pas le spécial. C'est un très bon combattant que je trouve excellent, mais voilà, qui a pas spécialement le niveau d'un Mathieu Lito Duclos. Voilà, tout simplement, hein, tout simplement. Et second truc, c'est qu'il a dit donc qu'il était blessé au genou et que c'est pour ça qu'il avait perdu. Alors les excuses, voilà, bon, on le connaît dans le MMA français, on aime bien trouver des excuses à chaque fois quand les combattants y perdent. Soit c'est l'épine, soit c'est ah, je m'étais fait les croisés, voilà, soit à chaque fois il y a des délires. À chaque fois, il faut que le perdant trouve une excuse, c'est la mentalité française, ça. Et je peux vous dire, voilà, là, pour les racistes qui écoutent, non. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la mentalité française parce que peu importe ta couleur de peau et tes origines, ils se sont tous trouvés des excuses à chaque fois, vous remarquerez. Bref, donc là, voilà, il y a une excuse de ah, j'étais blessé à la jambe. Alors, si t'es blessé à la jambe, pourquoi t'envoies un high kick comme ça? Bon, c'est soit t'as zéro fight IQ, soit t'étais pas blessé et juste tu t'es fait détruire par Mathieu. Bref. Donc voilà, énorme performance de Mathieu, forcément. Voilà, moi personnellement, je suis très content parce que c'est un combattant que j'aime bien. Donc à voir maintenant ce que ça va donner face au Brebis hongrois, je crois, pour les 100K. Mais oui, voilà. Et puis s'il gagne les 100K, le tournoi des 100K avec un finish en plus, bah, et ça serait peut-être une porte d'entrée à l'UFC, malgré le dernier White Contender Series perdu. Voilà, je dis ça, je dis rien, je pose ça là. Mais ouais, ça aurait un peu de sens. Ça aurait un peu de sens et à voir. Pour Boafia, on verra ce que l'avenir lui réserve. Est-ce qu'il restera à l'UFC, à l'Hexagone MMA ou est-ce qu'il va changer d'organisation? Ça, on le verra. Et voilà, voilà un peu ce que je voulais un petit peu revenir donc sur ce combat-là, qui avait beaucoup d'animosité. J'ai cru comprendre que les deux s'aimaient pas trop par rapport à des histoires de story et tout. Je n'ai pas trop suivi l'affaire, ouais, je vais pas vous mentir, donc je sais pas trop, mais il y avait un délire par rapport à des stories de boxe au JO, un délire comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires exactement ce que c'était, mais bref, voilà, comme je l'avais dit, Mathieu Leto était beaucoup trop sur Raptor Nutrition pour perdre ce combat. Bref, les amis, ce week-end, on a JB Burns qui va au Canada pour essayer d'affronter Merlot. J'ai, pour la première fois, oui d'ailleurs, on va en parler de ça parce que la ligne verte, j'y croyais pas, enfin j'y croyais pas. Je me suis dit, ça y est, Algérie, gros, t'as mis Carlos Silberg, la ligne verte, s'il te plaît. C'est le gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est sur Twitter, c'est un mec, il trace une ligne,
verte droite sur le combattant qui gagne, et le combattant qui est un peu courbé, il a la ligne verte mais courbée, et ça veut dire qu'il perd. Et depuis le début de l'année, en fait, il s'est trompé sur aucun main event. Et donc là, il avait mis la ligne verte droite sur Hulberg et un peu penché sur Jiri. Je m'étais dit, non mais là, la ligne verte, elle abuse, enfin, ça passera jamais, Jiri va tellement détruire Hulberg là. Et finalement, enfin, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, les gars, c'est ouf, quoi. Enfin, Jiri gagné, déglingué Hulberg, il s'est pris un contre. Et donc là, ils ont mis Mike Melott, il a mis Mike Melott avec la ligne verte, donc je lui ai fait confiance. Je lui ai fait confiance, j'avais parié sur Jude Barnes à la base, mais je m'étais dit, allez, cette fois, on va parier sur la ligne verte. En faveur de la ligne verte, Mike Melott. Si c'est ce week-end qui se trompe alors que c'est la première fois de l'année où je parie en suivant ça, je pète un plomb. Je pète un plomb. Je pète un plomb. Sincèrement. Je fais un carnage. Il y a Carlos Philippe qui revient, la carte est affreuse. Il y a déjà Arbet qui revient, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Il y a Thiago Moïse qui revient. Enfin, il est terrible, terrible. À la limite, tu vois, vu que ça sera sûrement vers minuit, Julien Leblanc à suivre, les amis 5 québécois. Mais ouais, non, elle est pas belle. Elle est pas belle. Enfin, en fait, si, hein, honnêtement, le Gilbert Burns, Mike Melott m'intéresse un peu, mais je vais pas me réveiller. Là, il sera genre 5 heures du mat. Je vais pas me réveiller, les amis, à 5 heures du mat pour regarder Gilbert Burns, Mike Melott. Tu vois, enfin, en fait, ouais, tu vois. C'est des combats, en fait, même Carlos Phillips, à la limite, tu vois. En fait, ça aurait été la carte préliminaire d'un UFC noté. Thiago Moïse, Karine Silva, Jair Baz, Kyle Phillips, J.B. Burns. Ça aurait été la carte préliminaire d'une carte numérotée où tu sais que tu vas regarder la carte principale. Ouais, je vais regarder ce carte. Ouais, je vais regarder. Donc tu vois, là, je vais pas le regarder. Je vais regarder le KSW cette nuit. Apparemment, il est pas mal, on m'a conseillé. Donc je devrais le regarder. Il y a Ego Domizis qui devrait être sur cette carte. Mais voilà, bon, à la limite, si je suis toujours réveillé, je regarderai Julien Leblanc. Mais ouais, j'ai Bell Bones, Mike Melott, les amis, j'y serai pas. Comptez pas sur moi. Il y a des limites en termes. On est des fans hardcore, mais il y a des limites. Mais le week-end d'après, par contre, il y a Sterling contre Youssef Zafal. Même si la carte m'intéresse pas spécialement, le main event m'intéresse énormément. Donc je regarderai. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Je suis un peu revenu sur tout. Euh, ouais, vu que j'ai pas fait le débrief, félicitations à Cap Samson, c'est son dernière victoire, il a gagné dès le premier round avec un beau KO TKO. Just Keaton est revenu. Oui, pour le Costa qui a gagné. À voir aussi, attention, par le Costa, donc gros salaire et gros nom. Donc, j'ai cru comprendre que, voilà, il pourrait s'approcher aussi des combats pour la ceinture dans cette nouvelle KT des poids mi-lourds. Wow. Donc, imaginez donc Pereira gagne. Je vous évoque un monde. Pereira gagne contre Gagne. Il est champion poids. Il reste au poids lourd. Euh, Ils font un Jiri contre Ankaliv et Carlos Hulberg pour revenir. Pour le Costa, Carlos Hulberg pour la ceinture. Ah. Là, sincèrement, dans les pires combats pour la ceinture de l'histoire, ça, il va rentrer dans une discussion. Il va rentrer dans une discussion. Bref, mais ça, je pense que ça n'arrivera pas, mais je pense que, sincèrement, ça dépend en fait de quand Carlos Hulberg pourra revenir, mais ce qui devrait se passer normalement, c'est que même dans ce cas où Pereira perd, il devra avoir un Carlos Hulberg contre Ankaliv. Et donc un Paulo Costa, Jiri. Oh, intéressant. Intéressant. Mais je crois que la sueur disait ça. Enfin, j'ai écouté leur podcast d'après-combat. Et je crois qu'ils parlaient aussi d'un Jiri contre Paulo Costa. Donc pourquoi pas. Bref, les amis, 30 minutes de podcast. Je suis un peu revenu sur tout. Je n'ai rien oublié. J'essaierai cette semaine de faire une petite vidéo. Et puis voilà les amis. Voilà, j'ai été donc très malade. J'ai pas pu faire de vidéo de la semaine. Mais voilà, très content de reprendre. Et on se retrouve très vite. Allez les amis, ciao. Voilà, sur Spotify, n'hésitez pas.